Bonsoir tout le monde, bienvenue. Je suis Andrea Pereira, je suis la directrice de l'association Minds et je suis vraiment ravie de vous accueillir aussi nombreuses et nombreux pour cet événement, ce talk qui s'intitule Fière de ma vieille peau et dans lequel on va explorer les liens entre le vieillissement, le fait d'être une femme et la santé mentale. Alors, je commence par une petite information pratique, comme ça, c'est fait tout de suite. On va prendre quelques photos et on va filmer cet événement. Donc, les personnes qui souhaitent vraiment pas être reconnues sur ces images qu'on utilisera donc sur YouTube et sur nos réseaux sociaux, elles peuvent se manifester auprès de ma collègue responsable communication Marie Torres, qui a la longue jupe verte, et on fera en sorte que vous n'apparaissiez pas sur ces images. Je précise donc que c'est la première partie de ce talk qui sera filmée, mais pour la deuxième partie, dans laquelle on va plus passer aux échanges avec le public, on coupera les caméras. Donc voilà, vous pourrez vous sentir vraiment à l'aise de vous exprimer. Votre voix ne sera jamais sur les images qu'on utilisera de cet événement. Voilà. Ce talk est organisé en partenariat avec deux super partenaires. Et donc, je vais passer la parole à mes collègues. Donc, c'est organisé en partenariat avec l'Espace Santé Femmes du Réseau Femmes et le service Agenda 21 Ville Durable de la Ville de Genève. Donc, pour commencer, je passe la parole à Sylvia Stenardo, qui est co-responsable de l'Espace Santé Femmes. Merci Andrea. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui et très honorée de co-organiser le talk ce soir. Je vais prendre quelques minutes pour vous parler de l'Espace Santé Femmes, qui est un projet du Réseau Femmes, un collectif d'associations féminines et féministes à Genève. Le projet de l'Espace Santé Femmes est né d'un constat auprès de ces associations membres où il a été observé des besoins non couverts en matière de santé des femmes, un manque d'information, des femmes qui ne savent pas à qui s'adresser ou alors parfois la peur de s'adresser à des professionnels de santé, les tabous qui freinent et du coup un risque réel de non-recours à ces dispositifs existants. Donc c'est à partir de là qu'a germé l'idée de créer un espace entièrement dédié à la santé des femmes et qui existe maintenant depuis 2022 et qui se construit petit à petit. L'espace santé femmes, c'est un espace où l'on peut se retrouver entre femmes, où les langues peuvent se délier, parler de sujets parfois délicats, sensibles, où la sororité prend tout son sens et où on partage dans un cadre non intimidant. On partage donc dans un cadre non intimidant et où peu à peu, chacune peut nourrir sa capacité à prendre des décisions éclairées pour elle-même, vers plus d'autonomie, vers une réappropriation de son corps, de sa santé et de son équilibre mental et émotionnel. C'est un espace de répit où on y trouve aussi une ambiance bienveillante, chaleureuse et respectueuse. Et surtout, on vient avec une intention et un besoin de faire quelque chose pour soi. Et c'est là où notre collaboration avec Minds nous tient à cœur, car nous partageons les mêmes valeurs. Donc on ne prétend pas à l'espace santé être un lieu de soins ou de guérison. Mais on espère qu'un moment de pause partagé puisse permettre à quelque chose de se mettre en mouvement. On sait depuis des décennies maintenant que notre cerveau est naturellement programmé pour être en lien avec les autres. Et donc, quand on est entouré, on gère mieux le stress, on se sent plus en sécurité et on a moins besoin de puiser dans nos ressources pour faire face aux difficultés. Et l'isolement, au contraire, rend tout plus lourd et plus difficile mentalement. Et c'est exactement ce qu'on peut observer dans nos activités collectives au sein de l'espace santé. On sait aussi que ce n'est pas toujours évident d'aller vers ce type d'espace, car prendre soin de sa santé, prendre soin de son bien-être dans un quotidien chargé, parfois même chaotique, passe souvent après tout le reste. Et d'ailleurs, les femmes, on sait très bien faire ça. Et pourtant, s'accorder un moment à soi, pour parler, échanger ou simplement être là dans un cadre accueillant peut vraiment faire la différence. Voilà. Alors, si prendre soin de soi est un luxe aujourd'hui,
Et ben, nous, on s'est lancé le défi de rendre ce luxe accessible à toutes. Donc voilà, je vous remercie et je passe la parole à Héloïse Roman, qui est chargée de projet d'égalité auprès du service Agenda 21 de la ville durable de la ville de Genève. Voilà, merci. Merci Sylvia, bonsoir à tout le monde. C'est un grand plaisir de se retrouver et de collaborer pour cette nouvelle soirée avec Minds et l'espace santé du réseau Femmes. Donc merci à Andrea, à Marie, à toutes les personnes de Minds et puis à Sylvia et Nadine de l'espace santé du réseau Femmes et toutes les autres personnes qui ont participé à l'organisation de cet événement et aux personnes qui nous accueillent aussi dans ce lieu ce soir. Et puis merci aussi à Ghislaine et Amanda d'avoir accepté de participer à cette soirée. C'est aussi un plaisir de les retrouver. On a eu l'occasion de collaborer sur plusieurs projets en lien avec la même thématique que celle de ce soir. Juste 2 mots sur le service Agenda 21 de la ville de Genève. Donc, c'est un service qui pilote les politiques ou qui a pour mission de coordonner les politiques en lien avec le développement durable de la ville de Genève, mais dans une approche holistique ou systémique, en tenant compte à la fois des aspects environnementaux, économiques et sociaux, ou comment, d'une certaine manière, développer des politiques qui permettent de prendre soin de soi, soin des autres et soin de la planète. En matière de promotion de l'égalité de genre, l'objectif, c'est de s'attaquer aux stéréotypes et aux discriminations de genre qui touchent les personnes, en particulier les femmes et les minorités de genre, et ce, à toutes les étapes de la vie, et d'imaginer ce que pourrait être une société plus égalitaire, plus inclusive, bienveillante et durable. Donc, vaste programme, vous me direz, mais c'est aussi un programme qui est enthousiasmant et dont on a certainement besoin en ce moment et pour probablement un certain temps encore. Pour vous donner quelques exemples sur les questions d'égalité, on met en œuvre un certain nombre de plans d'action, de programmes et de projets toute l'année sur le territoire municipal, sur des thématiques assez variées. Ça peut être les violences sexistes et sexuelles, les enjeux de précarité menstruelle, les questions d'espace public, de sport, d'égalité dans le sport. On a l'Euro qui va bientôt, l'Euro féminin de football qui va bientôt avoir lieu, notamment à Genève cet été, avec toute une actualité sur les enjeux d'égalité dans le sport. Et toutes ces actions, on les mène en collaboration avec de nombreuses institutions et associations partenaires avec lesquelles on forme un véritable réseau. Et d'ailleurs, si ce réseau vous intéresse, je vous signale juste que le 14 juin, en plus de la grève féministe qui aura lieu, il y a le Festival Bastion de l'égalité qui aura lieu au Parc des Bastions et qui va rassembler plus d'une 70aine d'associations et d'acteurs et actrices de l'égalité à Genève et en Suisse romande. Donc si vous avez envie de découvrir les activités de tout ce réseau genevois, n'hésitez pas à vous rendre au Parc des Bastions. Je ne vais pas détailler plus les activités, je voudrais juste vous signaler un projet qu'on mène en collaboration avec l'association Viol Secours, qui est justement, qui s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action Objectif Zéro Sexisme dans ma ville. Ce projet, c'est un projet de stage d'autodéfense féministe qui sont adressés aux habitantes de la ville de Genève à des prix réduits. Donc, vous avez la possibilité de vous inscrire à ces stages d'autodéfense pour un montant de 15 francs. Et c'est une journée de stage pour apprendre à réagir face aux violences qu'on peut vivre en tant que femme ou minorité de genre à tous les moments de nos vies. Il y a un format spécifique 55 ans et plus qui existe depuis l'année passée. Et la prochaine date, c'est le 29 septembre à Cité Senior. Il y a des informations qui sont sur la table là-bas. N'hésitez pas à les prendre. Et puis, pour les moins de 55 ans, il y a aussi des formats de stage qui sont pour les adolescentes. Il y a un format marrainage qui existe pour une femme adulte qui veut accompagner une femme plus jeune. Enfin voilà, il y a toutes sortes de formats qui existent pour différents types de publics, mais n'hésitez pas à découvrir ces stages d'autodéfense féministe qui ont un grand succès et qui sont vraiment pour le coup très utiles. Voilà, je m'arrêterai ici. Je vous souhaite une excellente soirée et puis encore merci à nos intervenantes et à Andrea et à toute l'équipe de Minds. Voilà, vous l'avez deviné, maintenant c'est la petite présentation de Minds. Je promets que je vais faire court et ensuite on passera au cœur de ce talk. Donc Minds, c'est une association genevoise qui promeut la santé mentale. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On cherche à faire en sorte de créer une société dans laquelle
tout le monde peut rester ou être en bonne santé mentale. La société véritablement favorise la santé mentale de tout le monde et voilà, que tout le monde puisse vraiment bénéficier de cette ressource qui est fondamentale pour mener une vie épanouissante, qui est notre santé mentale. Et dans le cadre de nos activités, on organise des talks comme celui de ce soir, qui sont des événements dans lesquels on cherche à se rencontrer pour parler de sujets qui sont parfois encore un peu tabous et lesquels on a du mal à encore aborder avec tout le monde. Et donc nous, on vient ici pour vraiment parler de tout ça et on fait venir des intervenantes, des expertes qui apportent différents types d'expertise et le public qui apporte aussi un différent type d'expertise. Donc on se réjouit aussi de vous entendre dans la deuxième partie de ce talk qui sera véritablement la discussion et l'échange avec vous tous et toutes. Donc ce soir, on est là pour parler de la santé mentale des femmes dans le vieillissement. Et ce talk qui s'intitule donc « Fière de ma vieille peau ». Et on va tenter toutes ensemble de tordre le cou aux clichés et aux injonctions qui font du mal à la santé mentale des femmes lorsqu'elles prennent de l'âge. Donc ce talk qui fait partie d'un dossier qui s'intitule « Pourquoi a-t-on si peur de vieillir ?» et qui vise à mieux comprendre les liens entre santé mentale et vieillissement. Et donc dans ce dossier, on aborde des questions qui vont tous et toutes nous concerner un jour, puisque si on a de la chance, on va tous et toutes vieillir. Et donc ce dossier s'adresse aux jeunes et aux moins jeunes, parce que c'est vraiment le regard de toute la société qu'on doit changer sur le vieillissement. Et donc ça ne concerne pas uniquement les personnes qui ont un certain âge, c'est vraiment un dossier qui s'adresse à tout le monde, qu'on ait 20 ans ou qu'on ait 80 ans. Parce que la vision négative et stéréotypée qu'on porte sur le vieillissement influence vraiment notre santé mentale au fur et à mesure qu'on prend de l'âge. Et on verra que c'est particulièrement le cas à l'encontre des femmes. Donc vous pouvez retrouver ce dossier sur notre site internet sur www.minds-ge.ch. Mais donc l'événement de ce soir, on l'a organisé pour creuser ce sujet de la santé mentale dans le vieillissement à travers le prisme du genre et en mettant le focus spécifiquement sur les femmes. Donc comment ça va se passer ce soir ? Je vais commencer par faire une brève introduction à la thématique du sexisme et de l'agisme. Puis on aura un échange avec nos deux invités. Donc on a de la chance d'avoir ce soir Amanda Castillo, journaliste et autrice de « Et si les femmes avaient le droit de vieillir comme les hommes ?» et Ghislaine Heger, vidéaste, photographe et créatrice de l'exposition Silver Power, des romandes fières de leurs cheveux gris, qui a donné lieu à un livre du même nom, et l'exposition des femmes seniors à l'honneur, dont vous voyez les photos sur les écrans en ce moment même. Donc merci à toutes les deux d'être là, on se réjouit vraiment de vous entendre. Donc déjà, pendant l'échange avec les intervenantes, vous allez voir au fur et à mesure qu'il y a des questions qui vont apparaître sur les écrans et vous pourrez aussi participer déjà en répondant à ces questions et les réponses s'afficheront à l'écran. Ce sera pour dans une petite minute quand j'aurai terminé cette introduction. Et puis ensuite, après l'échange avec les intervenantes, on ouvrira donc la discussion au public et on se réjouit de vous entendre également. Donc, on sait qu'il existe des différences de genre en santé mentale. Malheureusement, les femmes, elles rapportent souvent une moins bonne santé mentale que les hommes sur un bon nombre d'indicateurs, notamment plus de dépression, plus d'anxiété. Pour prendre peut-être juste un seul chiffre, à Genève, le pourcentage de femmes qui rapportent une détresse psychologique moyenne ou élevée est de 30%. Et ce chiffre, chez les hommes, il s'élève à 19%. Donc voilà qu'il y a déjà une différence à ce niveau-là. Ça ne signifie pas que les hommes sont toujours en bonne santé mentale. Ils ont aussi leurs propres problèmes en santé mentale, qu'on a d'ailleurs abordé dans un autre dossier qui s'intitule « Pleure comme un homme », que vous pouvez aussi découvrir sur notre site internet. Mais ce soir, on est là pour parler des femmes. Alors pourquoi cette différence en fonction du genre ? Alors une piste de réponse qu'on peut émettre, c'est que tout au long de la vie, les femmes font malheureusement l'expérience de plus de stigmatisation et de discrimination que les hommes. Donc, elles subissent et elles sont victimes de sexisme tout au long de la vie et dans différents domaines tels que le revenu, le logement, l'accès aux soins, les violences, les discriminations. C'est tous des éléments qui sont en fait des déterminants importants de la santé mentale. Et donc, puisqu'elles subissent des discriminations sur ces facteurs, on n'est pas surprise que leur santé mentale en pâtisse. Et en plus de ce sexisme, en vieillissant, vient s'ajouter le phénomène de l'agisme. Donc, l'agisme, c'est le fait de traiter négativement des personnes en raison de leur âge. Et on sait que les jeunes peuvent aussi être victimes d'agisme. Mais ce soir, on va surtout se concentrer sur l'agisme à l'égard des personnes âgées.
Donc, tout d'abord, le fait d'être victime d'agisme, ça a des effets directs sur la santé mentale. Donc, les personnes qui subissent de l'agisme rapportent plus de symptômes dépressifs et anxieux, plus de stress et des niveaux plus bas de bien-être. Donc, déjà un effet très direct. Deuxièmement, les préjugés à l'égard des personnes âgées, ils peuvent aussi influencer les professionnels de la santé. Donc, par exemple, on peut constater que les médecins peuvent avoir tendance à utiliser du baby talk quand ils s'adressent aux personnes âgées et de ne pas expliquer certains aspects de la santé parce que c'est trop compliqué et puis qu'elles ne vont pas comprendre. Et du coup, indirectement, cet agisme il va aussi influencer la santé des personnes puisqu'elles ne vont pas recevoir toutes les informations dont elles ont besoin pour prendre soin de leur santé. Et finalement, on peut aussi mentionner le phénomène de l'autostigmatisation. Donc, les personnes qui ont une vision moins négative du vieillissement, elles vivent plus longtemps. Elles vivent 7 ans et demi plus longtemps que les personnes qui ont une vision négative. Donc, on voit qu'il y a une conséquence quand même directe sur la vie, sur la mortalité des personnes en fonction de l'image qu'elles ont du vieillissement et de leur propre vieillissement. Et évidemment, ce regard individuel, il est influencé par le regard que la société entière porte sur le vieillissement. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ensuite quand on croise ces deux dimensions du sexisme et de l'agisme? Alors, on a des raisons de penser que les deux phénomènes, ils ne s'additionnent pas simplement, mais ils se multiplient. Alors, pour donner un exemple, la question de l'agisme chez les professionnels de la santé, il est aggravé chez les femmes âgées. Donc les femmes âgées ont tendance à être moins bien prises en charge que les hommes âgés, en particulier en ce qui concerne la prévention en matière de santé et notamment dans le domaine de la santé sexuelle. Donc on a tendance à partir du principe que comme les femmes sont plus concernées par une potentielle grossesse, elles n'ont pas besoin d'être au courant de leur santé sexuelle. C'est comme si la sexualité s'arrêtait au moment où la femme n'est plus fertile. Donc voilà un exemple de cette multiplication entre l'agisme et le sexisme. Donc dans ce talk, on va chercher à creuser un petit peu tout ça et répondre ensemble à des questions telles que pourquoi c'est si dur de vieillir quand on est une femme, quels sont les mécanismes en jeu et puis comment est-ce qu'on peut déconstruire ces mécanismes ensemble, comment est-ce qu'on peut créer plus de sérénité et plus de fierté pour que les femmes puissent vieillir avec fierté et sérénité. Donc voilà, vous avez le Mentimeter qui s'est affiché. Vous pouvez d'ores et déjà scanner le QR code ou le rejoindre en allant sur menti.com. Ce n'est pas du tout obligatoire, évidemment, mais pour les personnes qui le souhaitent, vous êtes bienvenus. Et on va pouvoir passer à la première question de ce Mentimeter. Donc, pour commencer, on va creuser un peu ce sujet de l'agisme et comment est-ce que le genre influence la question de l'agisme. En quoi est-ce que l'agisme est vécu différemment selon qu'on est un homme ou une femme? Est-ce que vous pourriez détailler un petit peu comment le genre influence l'agisme? Okay, alors je me lance. Non, le vieillissement, c'est un phénomène qui concerne 100% de la population et qui est malheureusement perçu différemment selon qu'on est un homme ou une femme. Et je pense que c'est en grande partie dû à nos représentations culturelles. Donc, quand on pense aux cheveux blancs, chez un homme, ça donne Georges Clooney. Chez une femme, on a tout de suite l'image de la sorcière qui nous vient à l'esprit. Et pourquoi est-ce que ça concerne aussi les femmes très jeunes? Parce que très tôt, on intègre le fait que notre valeur, elle est corrélée à notre jeunesse. Contrairement à la valeur des hommes, qui est corrélée à tout un tas de choses, à leur statut, à leur avancée professionnelle, à leur fortune, à leur carrière, mais elle ne se limite pas exclusivement à l'image qu'ils projettent, qu'ils renvoient dans ce monde. Donc on explique vraiment aux femmes très tôt que la jeunesse, la fertilité, c'est leur pouvoir en fait. Mais le problème avec la jeunesse, c'est que c'est un état provisoire, ça passe, c'est toujours en train de passer. Et donc c'est quelque chose de totalement angoissant finalement d'évoluer dans un monde qui est agiste, et on le comprend très tôt. Moi, je me souviens déjà à 20 ans, je me disais, le compte à rebours a commencé. Donc, je pense d'ailleurs qu'on est beaucoup plus concerné par cette angoisse quand on est très jeune que quand on a atteint la cinquantaine et qu'on a mis un demi-siècle à se regarder avec bienveillance et à s'aimer, et qu'on passe en fait toutes nos jeunes années avec une feuille de route qui frise la démence, parce qu'on se regarde dans le miroir avec vraiment le compas dans l'œil, on va se morceler, on va se découper, on va dire ça va pas. Et donc, on est très dur avec soi-même. Chose qu'on apprend à moins l'être plus tard. Donc, ça, on pourra peut-être le dire, que en fait, les choses s'arrangent avec le temps. C'est beaucoup plus dur quand on a la vingtaine.
Mais voilà, donc c'est vrai qu'il y a ce double standard de l'âge dont Susan Sontag, elle a fait un papier qui a fait date il y a 50 ans. Et quand j'ai écrit mon livre, je me suis dit, est-ce que les choses ont changé? Et en fait, malheureusement pas. En fait, non. On est toujours dans une société extrêmement agiste. Et quand on est une femme, c'est effectivement la double peine. J'ai pas beaucoup de choses à rajouter, si ce n'est qu'effectivement, en tant que femme, on est très jugé sur notre apparence physique. Et évidemment, plus on vieillit et plus on nous fait comprendre que on perd de la valeur, ce qui est évidemment complètement faux, mais il y a quelque chose d'assez sociétal par rapport à ça qui fait que c'est pas facile avec le regard des autres et c'est effectivement pas facile avec son propre regard de se voir vieillir. Ouais. Et on voit d'ailleurs que c'est bien perçu aussi comme ça hein, dans le public. Donc, vous estimez que les hommes subissent des discriminations liées à leur âge, donc de l'agisme à partir de l'âge de 66 ans, alors que les femmes, c'est à partir de 44 ans, en moyenne. C'est la moyenne des réponses des personnes du public. Merci pour vos participations. Un mythe courant sur la vieillesse, c'est que la vieillesse, c'est égal à la tristesse, la maladie, le mal-être, une vie sans intérêt, une vie vide. Donc on va voir avec la question suivante un petit peu ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous voyez les choses quand vous pensez au mot vieillir? On va voir un joli nuage de mots apparaître avec vos réponses au fur et à mesure. Mais bon, je vais quand même déjà vous le dire, en rebondissant aussi sur ce qui a été dit, que ce n'est pas le cas, c'est totalement faux. En fait, quand on regarde les données statistiques, les personnes âgées, elles rapportent de plus haut niveau de bien-être que les personnes en milieu de vie. Il y a cette fameuse courbe en U, hein, où le bien-être, ça va bien quand on est jeune, très jeune. Après, au milieu de vie, vers la quarantaine, c'est le creux de la vague. Et ensuite, ça remonte, en fait, avec l'âge. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle, c'est qu'on va vers le mieux, en fait. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que cette amélioration, donc cette augmentation du bien-être au fur et à mesure de la vie, en fait, cette augmentation, elle est plus importante pour les femmes qu'elle n'allait pour les hommes. Les données elles montrent que ces différences de genre, elles se réduisent avec l'âge. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Elles ne s'annulent pas complètement, ces différences. Donc il reste quand même des différences. Les femmes restent en moins bonne santé, mais la différence se réduit. Et donc, ouais, en fait, tout le monde va mieux, mais l'amélioration est plus forte pour les femmes. Ça peut sembler un petit peu paradoxal parce que les femmes sont victimes de sexisme et d'agisme, mais en même temps, les données montrent qu'en fait, elles vont mieux en vieillissant. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce résultat? La solitude, quand elle est féminine, elle est dépeinte de manière extrêmement négative dans nos produits culturels. Quand on regarde Bridget Jones, il y a tout un tas de... Voilà, toutes ces femmes complètement en chasse, elles doivent avoir un homme à leur côté. Alors que la solitude de l'homme est choisie, elle n'est jamais subie, elle est créative, elle est méditative. Donc c'est ce qu'on nous montre dans les médias. On voit que dans la réalité, ce n'est pas vraiment le cas, en fait. Mais il y a vraiment... la culture, c'est ligué. Hein. Il y a vraiment, on subit les assauts de la culture. À tel point qu'on commence à penser nous-mêmes que effectivement les femmes seules sont desséchées, elles ont plein de chats. Et en réalité, moi, ce que j'observe autour de moi, c'est que les femmes sont les premières à demander le divorce. Hein. Les hommes ne partent très très rarement, ou alors quand ils partent vraiment, ils ont un plan B. C'est rarement pour être seuls et commencer à peindre et créer. Donc, c'est toujours... en fait, ils ont besoin aussi très souvent d'une auxiliaire de vie. Hein. Donc, sans la femme qui va pourvoir à tous leurs besoins, leur linge, leur nourriture, etc. Donc, les hommes sont très heureux en couple, ils sont très épanouis. Le mariage est vraiment une institution qui profite beaucoup aux hommes. Vraiment, ils s'épanouissent. Alors que les femmes, alors moi-même je suis mariée, j'aime beaucoup mon mari, mais je tiens à le dire quand même. Mais ravie d'entendre. Voilà, je dis pas aux femmes de ne pas se marier, mais disons que voilà, le mariage est un petit peu plus risqué en termes de santé mentale pour une femme que pour un homme en fait. Elle a plus à y perdre. Voilà, donc la vieille fille, dans le fond, à qui profite le stigmate de la vieille fille? Il profite aux hommes, puisqu'on va avoir peur d'être stigmatisé, donc on va se mettre en couple. Donc, on va être dans une dynamique où on va avoir moins de temps, on va gérer une charge mentale, émotionnelle, etc. Et l'homme sera ravi. Donc voilà, donc, il faut toujours regarder à qui profite le stigmate. Et effectivement, les vieilles filles sont très épanouies. Voilà, donc il suffit de... Moi, j'en connais tout plein. J'ai lu quelque chose il n'y a pas longtemps, je suis désolée, je n'ai pas la source, mais il paraît que quand on a un animal de compagnie, on vit 7 ans de plus.
Je dis ça comme ça. Là, je vais émettre une hypothèse parce que c'est plus sur les rencontres que j'ai pu faire, mais aussi par mon expérience personnelle. Mais on a quand même une espèce d'injonction au bonheur qui nous est un peu imposée tout au long de notre vie. Et il faut quand même montrer ou démontrer le fait que les femmes passent beaucoup de temps à faire des thérapies diverses et variées pour entre guillemets, vraiment je mets des gros guillemets, se prendre en charge. Donc je pense que là, elles reçoivent aussi des outils tout au long de leur vie, ce qui fait qu'en arrivant à, disons, l'âge de la retraite, s'il faut mettre une sorte de temps, mais je pense qu'elles ont aussi effectivement plus d'outils finalement pour affronter la solitude. D'autant plus que elles ont eu effectivement cette charge mentale tout au long de leur vie de devoir s'occuper des autres, ce qui reste quand même assez récurrent. Je fais une généralité, bien sûr qu'il y a des variations, mais c'est quand même le fait de pouvoir s'occuper notamment des enfants. On s'occupe des autres êtres humains. Les pères aussi le font, mais elles ont quand même plus de charge mentale, ce qui fait que plus le temps passe et plus en fait elles sont complètement autonomes. Ouais, merci pour ces éléments de réponse. Et ça fait une très bonne transition en fait avec la troisième thématique, la troisième question qu'on veut traiter, qui était le deuxième mythe, c'était justement ce mythe de la vieille fille. Hein. Amanda a déjà un petit peu abordé ce sujet-là. Donc voilà, cette femme qui vit seule, qui est célibataire, avec plein de chats, parce que évidemment c'est le stéréotype. Et cette idée que voilà, les femmes célibataires, elles sont forcément malheureuses, désespérées, et puis voilà, elles doivent noyer leur solitude dans les animaux de compagnie, parce que sinon il n'y a rien qui va. Alors qu'en fait, c'est totalement faux. Et puis, il y a des éléments qui ont déjà été apportés par rapport à ça. En fait, on sait que les femmes, souvent, elles peuvent compter sur un cercle social bien plus important que les hommes, parce qu'en fait, tout au long de la vie et dès la petite enfance, chez les femmes, on nourrit plus ses compétences sociales et interpersonnelles, ce qui fait qu'à l'arrivée à l'âge adulte et au fur et à mesure de la vie, les femmes ont des compétences interpersonnelles et sociales bien plus élevées que les hommes. Et du coup, voilà, elles rebondissent bien mieux en cas de divorce, etc. Donc ici, on peut voir que vous avez un avis bien tranché sur qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on voit une femme célibataire. Il y a plus de la moitié des personnes qui voient que c'est une personne qui doit avoir une vie qui lui plaît de quelque façon que ce soit. Mais il y a quand même quelques personnes qui trouvent que peut-être qu'elle se sent seule et peut-être qu'elle a une carrière très prenante et peut-être qu'elle a des chats. Elle a bien le droit, si elle veut avoir beaucoup de chats, elle peut avoir autant de chats qu'elle le souhaite. Il n'y a pas de jugement sur les animaux de compagnie, d'autant plus qu'apparemment, on vit 7 ans de plus quand on en a. Vous voulez rajouter quelque chose sur la thématique ou pas ? Par chat, ce serait pas mal. Ouais. Ok, ensuite, je voulais parler un petit peu de ce corps qui vieillit et puis des moyens qu'on met en œuvre pour empêcher ce vieillissement. Donc, quelques chiffres. La taille du marché suisse des cosmétiques est de, vous allez essayer d'imaginer un chiffre, 293 millions de francs. Et ça, c'est pour 2019. Et, pardon, ça, c'est pour 2023. Et la tendance est à l'augmentation depuis plusieurs années. Et donc, on estime que d'ici à 2029, on dépassera les 330 millions de francs suisses par année pour les cosmétiques. Donc, voilà, c'est un gros marché, on le sait. La Suisse, ça c'est pour les cosmétiques. La Suisse, elle affiche aussi l'un des taux les plus élevés au monde pour les chirurgies esthétiques, avec environ 59 interventions pour 10 000 habitants. Donc, ça place la Suisse dans les leaders mondiaux, juste derrière le Brésil. Et un élément assez intéressant, c'est qu'en fait, ce taux, il a vachement augmenté depuis 2019. Donc, entre 2019 et 2020, il y a eu une grande augmentation des chirurgies esthétiques. Est-ce que vous pouvez deviner pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 pour potentiellement créer cette augmentation ? En fait, comme on passe beaucoup plus de temps en visioconférence, sur Zoom, etc., on se voit beaucoup plus. Et donc, c'est le télétravail lié à la pandémie de Covid-19 qui fait que voilà, on se voit plus, donc on voit tous nos défauts et nos complexes. Les chirurgiens appellent ça le Zoom boom. C'est vraiment un phénomène. Donc, sans vouloir porter le moindre jugement sur les personnes qui ont recours à ce marché, je suis moi-même une grande consommatrice de cosmétiques. Ma routine capillaire est devenue une blague autour de moi. Donc, vraiment pas de jugement.
Mais je pense que c'est juste important de se rendre compte qu'il y a toute une industrie de la beauté qui monétise les complexes des femmes. Il y a toute une industrie qui a intérêt en fait à ce que les femmes n'acceptent pas les signes de l'âge et se battent contre et consomment. Et en plus de ça, les femmes sont confrontées à des injonctions contradictoires, parce que d'un côté, on leur dit « sois jeune, sois mince », mais d'un autre côté, on leur dit « sois naturelle, sois authentique, voilà, rien d'artificiel ». Comment est-ce qu'on peut s'en sortir ? Bon, effectivement, il faut se rendre compte qu'il y a des intérêts économiques énormes, en fait. Si demain matin, toutes les femmes se réveillent en se disant « il n'y a rien à changer, je m'accepte, je m'aime », je pense qu'on va droit vers le crash boursier. Parce qu'en fait, il y a toute une économie qui tourne grâce à nos complexes. Et d'ailleurs, il y a un très bon livre qui s'appelle « Le coût de l'hétérosexualité » qui a été écrit pour mettre justement en avant tout cet argent qu'on dépense au lieu de le mettre sur un compte épargne. Et donc, des femmes qui ont listé toute la liste de produits, l'épilation, les soins, les crèmes, etc., pour aller à un date, alors que l'homme se douche, met un t-shirt, il arrive. La femme, je pense qu'elle a déjà dépensé 200 francs en allant chez le coiffeur, en allant se faire épiler. Donc, ce coût de l'hétérosexualité, on n'en tient pas vraiment compte. Mais il est là, il existe. On s'appauvrit en essayant de... Et en même temps, c'est une question de survie, parce que beaucoup de femmes tombent dans la précarité du simple fait qu'elles ont cessé de plaire. On le voit qu'il y a une sanction sociale au travail. Quand on licencie, au Canada, on a licencié une femme qui s'est laissé pousser les cheveux blancs. Donc voilà, c'est comme ça en fait. Il y a vraiment une sanction sociale. Donc c'est aussi, c'est pas non plus une lubie quand les femmes ont peur de vieillir, c'est qu'il y a aussi cette espèce de couperet qui tombe et qu'ensuite elles se retrouvent avec une lettre de licenciement, donc elles perdent leurs revenus, leurs moyens économiques. Et je suis aussi d'accord avec ces injonctions contradictoires et de dire à une femme, mais oui, dans le fond, c'est bien de prendre soin de soi, il n'y a rien de mal à se faire du bien, à être belle. Mais c'est comme si on disait à quelqu'un qui est au bord du coma éthylique, un petit verre de rouge de temps en temps, ça ne fait pas de mal. En fait. Et non, arrêtons, en fait, plaçons le curseur de manière saine. Mais ça, je pense que voilà, tout est contre, parce qu'il y a évidemment des intérêts financiers immenses. On a intérêt à ce que les femmes se regardent en se détestant le matin, en se disant c'est terrible. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que j'aille mieux ? Il faut que j'aille chez le coiffeur, il faut que j'aille chez le chirurgien, il faut que j'aille... Alors là, on parle du physique, mais moi, il y a une chose à laquelle j'ai beaucoup réfléchi en préparant ce talk, c'est, je vais parler notamment de tout ce qui est thérapie alternative, on va dire, développement personnel. Alors, j'ai rien contre ça, mais ce que j'ai pu constater aussi en ayant beaucoup pratiqué et dépensé beaucoup d'argent, c'est qu'en fait, on part du principe, enfin, on a un peu ce truc en tant que jeune fille de tout le temps s'entendre dire qu'on est trop, on parle trop, on réfléchit trop, ou on n'est pas assez. Donc, on est toujours en fait dans une position où on a l'impression qu'on n'est pas sûr de nous. Et enfin, je veux dire, ça aussi, ça profite à l'industrie. C'est-à-dire que combien de personnes... une fois de plus, je ne suis pas du tout en train de critiquer les méthodes de thérapie. C'est plutôt ce qu'on en fait. Comment est-ce qu'on l'enveloppe ? Comment est-ce qu'on nous fait croire qu'on ne sait pas ? Moi, je suis en guerre depuis quelques années, pour vous dire, depuis que j'ai passé 40 ans. Je le dis à tout le monde maintenant, mon excuse c'est maintenant j'ai passé 40 ans. Okay, donc j'ai compris que les conseils non sollicités, ça c'est un de mes chevaux de bataille. Je ne sais pas si ça se passe pour les hommes, mais moi, le nombre de fois dans la journée, ou que ce soit des femmes ou des hommes qui me disent « mais toi, tu devrais faire ci, mais toi, tu devrais faire ça ». Si je les avais écoutés, je ferais de la plongée, de l'équitation, des trucs qui ne m'intéressent pas plus que ça. Et une fois de plus, j'ai rien contre ça, c'est juste que ça ne m'appelle pas. Et je trouve assez fascinant de voir à quel point on nous maintient dans cette position qu'on ne sait pas. Et dans ces méthodes... je parle de ces thérapies alternatives, mais je peux aussi parler certainement de certains psys. Il y a un peu cette croyance que moi, je vais t'apprendre à aller mieux. Parce qu'il y a toujours ce truc de il faut aller mieux en tant que femme, on n'est jamais assez bien. Donc il faut qu'on s'améliore en permanence.
Et donc voilà, je pense que quand on réunit tout ça entre la cosmétique et le développement personnel, finalement, non seulement on dépense une fortune, parce que c'est surtout les femmes qui entrent dans ce genre de dynamique, on va dire, mais le temps qu'on perd, tout ce temps qu'on pourrait consacrer à d'autres choses. Alors une fois de plus, hein, je dis pas, je veux dire faire du yoga, bien sûr qu'on se sent bien, je suis pas du tout en train de critiquer ça, mais c'est plus justement comment est-ce qu'on va se mettre un peu, comment est-ce qu'on va donner son pouvoir à d'autres personnes qui vont soi-disant nous apprendre ce qu'on sait déjà au fait. Merci pour ces éléments. Et on peut voir que dans le public, il y a la majorité des personnes qui ont parfois eu peur qu'un changement physique lié à leur âge ne nuise à leur image. Donc parfois, et pas mal de personnes qui ont aussi répondu souvent et tout le temps, et une minorité qui a répondu jamais. Donc je pense que c'est assez représentatif de la réalité des femmes aujourd'hui. Mais voilà, c'est aussi une réalité effectivement que ce corps il vieillit et il s'use, parfois lentement, parfois plus rapidement, mais c'est une réalité que les problèmes de santé augmentent quand même avec l'âge. On n'est pas ici pour prétendre le contraire, et que c'est normal qu'à 50 ou 60 ans, on a plus de problèmes de santé qu'à 20 ans en général. De nouveau, c'est pas une règle absolue, il y a toujours des exceptions, mais c'est quand même une réalité, une tendance générale. Donc on n'est pas ici non plus pour peindre une image toute rose du vieillissement, parce qu'il y a des difficultés qui sont réelles. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre résister aux injonctions à rester jeune et nier un vieillissement qui est quand même là, qui existe? Comment faire avec ce corps qui vieillit quand même? Tu l'as évoqué au départ, j'ai fait un projet qui s'appelle Silver Power, qui se consacre aux femmes plutôt entre 30 et 60 ans qui assument leurs cheveux gris. Et puis, au moment où le projet est sorti, parce qu'il a pas mal tourné dans les cantons romans, j'avais vraiment beaucoup de plaisir à dire dans les interviews que c'était génial de vieillir, parce que c'était l'expérience que j'avais face aux femmes que je rencontrais, qui étaient un peu plus âgées que moi et qui m'inspiraient sincèrement. Et je le pense toujours. Simplement, je me souviens de plusieurs personnes qui m'ont dit « Oui, c'est bien joli de vieillir, mais vieillir quand tu as des bobos, c'est pas si drôle en fait. » Eh bien, il se trouve qu'en 1 année et demie de temps, j'expérimente alors des choses qui ne sont pas gravissimes, mais qui sont un peu contraignantes. J'ai eu une hernie discale, j'ai une épaule gelée. Enfin, j'ai plusieurs bobos comme ça qui sont arrivés, qui restent sur le long terme et qui impactent ma vie au quotidien. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a une partie injuste de toujours corréler vieillir et avoir mal. Parce que finalement, c'est deux choses différentes et l'un et l'autre méritent d'être traités de façon, à mon avis, différente. Pour moi, c'est quand même important de pouvoir rencontrer des femmes plus âgées, et c'est le cas en ce moment pour le projet dont vous avez vu les photos, les femmes seniors à l'honneur, parce que moi, ça me permet aussi, je trouve, d'avancer dans la vie, en tant que femme, de façon plus sereine, avec des rencontres de femmes magnifiques qui sont tellement variées, avec des parcours de vie tellement extraordinaires qu'elles ont envie de partager. Donc voilà, je suis plus sur un terrain philosophique et personnel, mais voilà ce que je peux en dire moi. Alors, moi, ce que je trouve terrible dans le vieillissement de la femme, c'est l'errance médicale. Je trouve ça absolument dramatique. Je pense que si les hommes perdaient entre 20 et 40% de leur masse osseuse à 50 ans, on aurait trouvé une solution. Vu tous les millions qu'on a injectés dans les troubles érectiles, je pense qu'on aurait réglé ce problème pour les femmes. Et ce qui me désole, en fait, c'est que la médecine est incroyablement misogyne et sexiste. Et on le sait, par exemple, quand une femme se plaint de douleurs cardiaques, on va lui donner des anxiolytiques. L'homme, on va l'orienter vers un cardiologue. Quand une femme a mal, on va lui donner des antidépresseurs, l'homme, on va lui donner des analgésiques. Il y a tout un tas d'études qui ont été faites là-dessus pour dire voilà, les femmes sont trop émotives, tout se passe dans leur tête, elles expriment des douleurs qui n'existent pas. Donc en fait, ça je trouve absolument dramatique. Et c'est ce qui complique en fait le vieillissement de la femme, c'est l'errance médicale, c'est la mauvaise prise en charge, c'est le fait que tous les tests, enfin une grande majorité de tests soient réalisés sur des hommes de 40 ans blancs, alors qu'on sait que nos corps ne fonctionnent pas de la même manière, qu'on n'a pas le même métabolisme. Enfin, il faut
faut que la recherche s'intéresse au corps de la femme. Là, dernièrement, je suis encore tombée sur une étude qui disait on n'a pas tenu compte des femmes parce qu'avec les changements de cycle, c'est trop compliqué. Ah bon? Alors, donc, si vous avez des problèmes d'insomnie, sachez, mesdames, qu'on s'en fiche, en fait. Voilà. Et c'est incroyable parce qu'on fait quand même partie, on est 50% de l'humanité. Et cette errance médicale, pour moi, elle est inacceptable. Et en fait, on commence un tout petit peu à voir la fin du tunnel parce qu'on a des femmes médecins, qu'on a des femmes qui s'intéressent à la ménopause, qui parlent de tout ça et qui investiguent et qui font de la recherche. Alors, voilà, je place beaucoup mon espoir sur les femmes qui prennent ce problème à bras le corps. Moi, je te rejoins parce que, justement, moi, je vais beaucoup voir les médecins en ce moment et en général, la réponse, c'est aller voir un psy. C'est tellement plus simple, hein. Alors que je pense que j'entre justement dans cette phase de périménopause et on se rend compte justement à quel point c'est hallucinant, on n'arrive pas à se reconnaître. Et en face de nous, on a vraiment des gens qui nous prennent pour des débiles et soi-même, on ne sait pas forcément ce qui nous arrive. Enfin, moi, honnêtement, ça fait très peu de temps que je commence à entendre parler de la ménopause, ce que ça veut dire exactement, de le vivre dans son corps. Soit dit en passant, je crois qu'il y a très peu d'hommes qui sont aussi au courant de l'andropause, parce que ça les concerne aussi. Donc là, je pense qu'on est un peu à égalité, mais dans tous les cas, moi, je suis effectivement estomaquée de voir à quel point on prend ce problème à la légère. Et voilà, moi, mon généraliste, il m'a dit c'est vrai, c'est pas cool, quoi. Vous êtes une femme. Puis en gros, je devrais vraiment m'arrêter là. Si vous me permettez de vous faire une confidence, puisqu'on est entre amis. Quand j'ai eu mon hernie discale, on m'a fait passer une IRM. Et puis, sur l'IRM, en fait, sur le rapport que j'ai reçu à la maison, il était marqué qu'il voyait des fibromes en fait, sur mon utérus. Alors, bon, après, j'ai rendez-vous avec mon généraliste et ça, il esquive complètement, en fait. Vraiment, il a pas du tout pensé nécessaire de le relever. Donc moi, j'ai pris l'initiative d'aller voir ma gynécologue qui m'a dit, à ce stade-là, c'est pas très grave. Bon, résultat, une année plus tard, je n'avais plus d'utérus. Parce que moi, j'ai très, très bien vécu, hein, mais pour dire à quel point, en fait, il y avait quand même quelque chose à enquêter, à investiguer. Et donc voilà, moi, j'en suis au stade où je me dis, surtout pour mesdames, peut-être messieurs aussi, mais passons des doctorats en médecine, en mécanique automobile, dans tous ces sujets où on nous prend, mais un peu pour des pives, quoi. Ouais, complètement. Les femmes sont vraiment moins prises au sérieux, moins écoutées dans leurs symptômes. La douleur chez les femmes est moins prise au sérieux. Chez les minorités en général, mais chez les femmes en particulier, c'est important d'en parler. Et donc, là, c'était une question un peu plus générale pour le public. Pour vous, le vieillissement, c'est quoi? Et on voit que la majorité pense que c'est la nature de la vie, mais aussi une progression, une libération, mais aussi quand même une crainte, un affaiblissement et une perte, un tabou aussi. Merci. Maintenant, pour notre dernière petite thématique qu'on a abordée, j'aimerais parler un petit peu de l'invisibilisation des femmes âgées. En fait, on observe qu'à partir d'un certain âge, les femmes elles disparaissent, tout simplement. C'est comme s'il n'y en avait plus. Donc, au cinéma, à la télévision, mais aussi dans l'espace public, hein, et même dans l'espace familial, hein, dans certains cas. Et même dans les milieux féministes, dans certains cas, on s'intéresse quand même plus aux femmes dans un âge de fertilité. Et après, voilà, c'est comme si elles n'étaient plus là. Et pour certaines personnes, évidemment, cette invisibilisation, elle représente un poids, une difficulté. Mais pour d'autres, c'est aussi une libération. Il y a beaucoup de femmes qui rapportent, par exemple, que de ne plus subir de harcèlement de rue, c'est quand même plutôt chouette, plutôt que de subir ça au quotidien. Alors, l'invisibilisation, bénédiction ou malédiction? Est-ce que tu me permets? Cette fois, je vais garder le micro. J'ai la chance, le bonheur en ce moment de faire ce projet qui s'appelle Les femmes seniors à l'honneur, qui est un projet qui a été proposé dans le cadre d'un appel à projet du canton de Vaud, la politique liée au vieillissement qui s'appelle Vieillir 2030, qui a donc été soutenu dès le départ. Ça fait 2 ans maintenant que je tourne avec ce projet où je vais dans les communes
Et on propose aux femmes de 60 ans et plus de venir se faire prendre en photo dans l'espace public. Et c'est moi, mon but avec ce projet, c'est justement de les visibiliser. Mais c'est aussi une façon de leur dire merci, merci pour tout ce travail invisible que vous faites, ce travail bénévole, que ce soit en tant que proche aidante, pour les enfants, les gardes d'enfants, pour leur engagement aussi dans les associations. Et au départ, en fait, je le voyais un peu comme un petit projet, peut-être pour me laver la conscience par rapport à Silver Power, où en fait, malgré moi, je faisais de l'agisme puisque je prenais plutôt des femmes jusqu'à 60 ans. Puis je me disais, mais est-ce que finalement, j'écarte pas moi-même les femmes plus âgées? Puis ça me posait un problème. Donc je me suis dit, je fais un petit projet comme ça à côté. Et en fait, ce projet, cette année, il va être reproduit à 8 reprises dans le canton de Vaud, toujours. Et c'est un bonheur absolu de rencontrer ces femmes. Ça ne dure pas très longtemps, mais en fait, on les rassemble par tranche de demi-heure. Donc déjà, entre elles discutent, elles s'encouragent, elles sont choues parce qu'elles viennent, elles sont toutes pomponnées. C'est un petit challenge pour elles. Alors entre elles sont là, genre, vas-y, elles se font des grimaces. Puis une fois qu'elles sont en confiance, vous l'avez peut-être vu sur certaines photos, elles se lâchent complètement. Et c'est vraiment un bonheur. Moi, j'avais peur qu'elles ne comprennent pas forcément le message. Enfin, c'était un peu ma question. Est-ce qu'elles comprennent? Est-ce qu'elles reçoivent ce remerciement? Et je peux vous dire que c'est oui, clairement. Et voilà, moi, c'est vraiment un projet que j'adore parce que c'est des rencontres absolument magnifiques. Et je crois que elles ont autant de plaisir que moi. Et puis leur famille aussi, en général, celles avec qui je peux discuter parce qu'elles viennent des fois accompagner aussi, ça garde vraiment des souvenirs vraiment magnifiques. Et ça se voit, je trouve les photos sont vraiment magnifiques et ça se voit qu'elles sont heureuses. Vraiment bravo. Alors, je dirais simplement que quand on parle d'invisibilisation, il faut se demander qui nous invisibilise et qu'est-ce que cette personne regarde chez nous ou ne regarde plus ou regardait. Alors c'est sûr que dans le cinéma, qui est détenu par des hommes qui ne sont pas particulièrement progressistes, on va invisibiliser les femmes. À partir de 35 ans, on passe directement de la jeune fille en fleurs à la grand-mère qui essaye une sonotone en 2 films environ. Donc ça c'est sûr, dans le cinéma, il y a cette invisibilisation, on disparaît des écrans, on va proposer le rôle d'une grand-mère à une femme de 40 ans, alors qu'en réalité dans la vie, elle est en âge de procréer, d'avoir des enfants, d'avoir une vie tout à fait active et sexuelle et désirante et désirable. Mais donc, après, je pense aussi que beaucoup de femmes plaisent, mais elles ne plaisent plus au même type d'hommes. C'est-à-dire que je pense que les signes de l'âge, comme les cheveux blancs, les rides, le poids peut-être qu'on prend à la ménopause, ils agissent comme un tamis à mailles très fines, en laissant passer que des hommes sains, en fin de compte, des hommes qui s'intéressent à la femme et pas à l'objet. Donc en réalité, quand on est jeune, on est perçu comme un joli objet à accueillir par des hommes qui ont le syndrome du Pygmalion, donc qui vont vouloir nous façonner, ou alors des hommes qui ont peur de leur propre vieillesse, donc ils pensent qu'en s'affichant avec une femme très jeune, il va y avoir une sorte d'effet d'illusion, on va croire qu'eux sont jeunes aussi, alors que on voit très bien ce qui se passe. Ou alors ils cherchent tout simplement une infirmière, une auxiliaire de vie. Bon, ça c'est encore un autre sujet, mais voilà. Donc je pense que le corps vieillissant de la femme, il agit comme un rappel du fait que les femmes, elles ont un soi qui n'existe pas que pour créer des enfants, s'en occuper. Donc elles ont une individualité, et les hommes qui cherchent une vraie rencontre, une vraie connexion émotionnelle, vont s'intéresser à ces femmes-là. Donc ces femmes-là ne seront pas invisibilisées par des hommes, somme toute, assez sains. Donc c'est plutôt positif en fin de compte. Super. Merci beaucoup. Effectivement, c'est une jolie conclusion pour cette partie d'échange avec mes intervenantes. On va ouvrir en fait les questions du public maintenant. Merci aussi pour tous vos partages. Il y a énormément d'exemples de femmes seniors qui sont vos modèles. Donc là, juste en gros, que j'arrive à lire depuis ici, je vois ma mère, ma maman, effectivement. Je pense qu'on a tous un rôle modèle dans nos mamans. Et Meryl Streep. Voilà.